Au printemps 2017, dégoûté par l'écriture lyrique que j'ai pratiquée pendant 15 ans, j'ai eu le bonheur de rencontrer les objectivistes américains. J'ignore franchement ce qu'a été précisément leur esthétique, s'ils écrivirent ou non un manifeste conceptualisant une démarche, l'inscrivant dans le blabla généalogique. Je les interprétais librement par les bribes lues, et faisant surtout de leur nom la base de ma démarche. L'objectivisme s'oppose, littéralement, dans sa dénomination même au lyrisme. Processus de décentrement, de mise à distance du sujet, repoussant le « je », le suspendant à un croc de boucher, aussi loin que possible. Je qui n'a eu cesse de pourrir de ces misérables affects dont il imaginait les miasmes de la dernière importance. Il fallait partager la puanteur, et Dieu, jamais, je n'ai été aussi prodigue de ma vie. Alors, les objectivistes, Pound, qui n'en était pas un, Reznikov, qui en était, me permirent de brûler ce que j'avais aimé, la fougère surréaliste, et, surtout, résidu de feu lyrique et de l'histrion en moi qui ne laissera jamais ses habits de cirque l'utiliser pour mener la guerre contre les autres autrices du forum. Il était temps de faire feu. J'assemblais en un petit bûcher les gares où les trains ont des mines tragiques et les bagages, toujours lourds de secrets et de mensonges. Toujours le poème trébuche sur le quai, et la valise révèle son imbécile excès. J'ajoutais, pour combustible, les métaphores insipides, transparentes jusqu'au troublement, qui agissaient comme les bonimenteurs. On fait croire à la foule impressionnable je ne sais quoi, le miracle de la mixture en vente, puis on réussit la vente, le poème a plié bagage, on s'est fait arnaquer, on fait comme sinon, comme après un mauvais spectacle auquel on trouve toujours du miracle, parce que la place était chère. Poème trucage. L'objectivisme m'offrait aussi, plaisir des vaniteux, le prestige de la nouveauté qui ne va pas sans risque, autre prestige. L'accusation de modernisme, cocasse pour un mouvement du milieu du XXe, pèse toujours sur les expérimentations, on les disqualifie à cause de ce qu'elles jurent trop, toute l'incrédulité que l'on devrait avoir pour le bonimenteur s'exerce ici. Moi, j'adoptais la posture du minoritaire, je dessinais les positions, je traçais les frontières, je plaçais les termes du débat. C'est le luxe du dominé de pouvoir découper l'espace. Il manifeste et pose les termes de la discussion. C'est lui qui nomme les « eux » et les « nous », qui, aux yeux des dominants, est toujours caché, implicite. Le dominé sert de révélateur. La frontière est tracée, on ne peut plus l'ignorer. La guerre commence. Puis j'ai fait feu. On a aussi fait feu. Mon frère, l'année précédente, m'avait offert un recueil d'un poète que je ne connaissais pas, Xavier Borde. J'avais négligé le livre dont le titre dans mon souvenir était une sorte de parodie involontaire de Celan, quelque chose comme Pierre de Personne. Dans ce genre de poésie, tout devient non propre, comme si Dieu toujours rôdait pas loin et qu'il fallait, par anticipation, préparer la louange. L'objet tombait à pic. Pour augmenter le feu objectiviste, crépitement silencieux du pixel, je m'étais filmé lisant certains poèmes de son recueil. Je me tenais très droit, adoptant la posture des lectures officielles, et après chaque poème, je déchirais la page qui l'abritait, et chaque lecture entraînait une déchirure plus rageuse jusqu'à ce que je me débarrasse par la fenêtre du recueil tout entier. Cette vidéo, je l'avais publiée à l'été 2017 sur YouTube, accessible depuis un QR code semé un peu partout, y compris sur le blog de Xavier Borde. J'écris ceci alors que l'affrontement ici sur le forum a expiré. À cette violence a fait suite l'hybridation, la synthèse des esthétiques. En somme, je suis intégré au canon. On discerne encore la marque de la frontière, mais disons que désormais nous sommes de la même nation et de régions différentes. Frontières comme cicatrices, nous nous souvenons. J'écris ceci parce que j'ai reçu une notification de YouTube m'annonçant que, parce qu'elle incitait au harcèlement, ma vidéo allait être supprimée sous 7 jours, qu'elle avait quitté son statut public pour n'être visible pendant ce temps que par mois. Une sorte de procédure d'expulsion, en somme. On me permet de ramasser mes affaires avant que je ne doive débarrasser le plancher. Se pose la question de notre dépendance à des plateformes omnipotentes, juge et parti. Ceci me donne aussi l'occasion de réinterroger, explicitement, mon rapport au jeu qui, par haine de ce jeu lyrique, avait contaminé toutes les écritures de soi qui me paraissaient toujours insupportables et bonimenteuses. Mise en garde, supprimée, cyberharcèlement, intimidation, les termes me terrifient. Je suis là. Aujourd'hui, des esthétiques du jeu peuvent me parler et me saisir. Je n'ai pas encore lu Annie Ernaux qui, si j'en crois ce qui se raconte, et de conteuse fiable, appartient à cette trempe.
J'ai lu Marie Calloway et je lis actuellement Maggie Nelson qui rendent au jeu, à l'écriture de soi, quelque chose de vrai, à quoi et à qui je peux me faire confiance. Le jeu lyrique est un jeu menteur qui n'a pas la grâce du jeu rimbaldien, vrai travail, vraie question sur la langue. Pour les lyriques, il ne s'agit que de faire semblant sans l'admettre, de jouer très sérieusement à faire semblant, donc à tromper. Le bobard métaphysique des ronces et des rossignols. Le but, c'est d'impressionner et de se flatter soi-même d'être si sensible. Ce que j'admire chez Marie Calloway, autant que chez Maggie Nelson, c'est que quelque chose va m'atteindre, m'être absolument intelligible malgré ce qui devrait nous séparer. Maggie Nelson cite une phrase de Wittgenstein qu'elle habite tout au long de son livre. L'inexprimable est contenu dans l'exprimé. Elle s'arrange tout au long du livre avec cette phrase. Leur écriture, au-delà de sa beauté, fait signe vers moi, va, clémente, jusqu'à m'atteindre moi qui me trouve pourtant de l'autre côté du genre, donc de leur expérience. Moi-même qui écris en une autre langue et, parfois, à une autre époque. Médium, au sens mystique. Il y a autre chose encore. Ces écritures pensent et se pensent au-delà du simple travail formel, se pensent à l'intérieur d'elles-mêmes et se pensent dans le monde en interaction avec lui. Écriture responsable ? Elle questionne le narcissisme inhérent à toute écriture de soi. Elle pose la question, le problème, si on peut dire, de la culpabilité intrinsèque liée à cette écriture. Quant à s'écrire soi pèse toujours le pénible poncif d'Adorno. Après Auschwitz, fin de la poésie. Question réglée, au suivant. Pourtant, quelque chose de juste, de nécessaire, se tient ici dans cette question, dans ce poncif, quelque chose qu'on doit interroger, pour le surmonter ou non. Est-ce que j'ai le droit de m'écrire quand d'autres souffrances, des souffrances qui touchent la vie même, qui touchent la durée immédiate d'autres individus cohabitent avec moi, ou même, surtout, ne cohabitent pas? Ce point d'interrogation de la question, le point d'interrogation, a la forme d'une oreille. Je joue. Il est entente, écoute, point d'interrogation. Cette écoute, question, bienveillante, me fait place. Camille traite d'une certaine façon cette question dans l'un de ses textes sur le forum. Elle travaillait, je crois, dans une association accompagnant des personnes précaires, d'une précarité extrême touchant au-delà de leur existence purement matérielle, se vêtir, se nourrir, s'abriter, leur présence ici, sur le territoire. Présence réelle, concrète, présence sur laquelle pèsent les centres de rétention, les vols charters, les décisions administratives, obligation de quitter le territoire français sous un mois, non pas la présence de Xavier Borde. Si P majuscule, P de préfecture de police. Face à ces situations de l'écriture, l'art, au-delà du terme un peu stupide d'indécence, se présente dans toute son absurdité. Commettre ce geste d'écrire, de commenter, de parler de soi, quand d'autres, leurs gestes, se dirigent exclusivement vers la survie, la durée, la fuite, quand le sentiment premier, manifeste, c'est toujours la peur primordiale. Et pourtant, immédiatement après avoir écrit ceci, parler de leur peur, les rendre eux, des autres, je suis en train d'avouer, dans toute sa totalitaire puissance, notre position de privilégié. Ces personnes conservent une intériorité intacte, menacée, des rêves, de la colère, la vie toute puissante, attaquée. L'administration ne parvient jamais tout à fait à les en dépeupler. Même à Auschwitz, on n'a pas exproprié la vie, et donc le poème. Ces questions nous concernent bien davantage qu'elles. Nous nous les posons à nous-mêmes. C'est nous qu'elles animent, et qu'elles déterminent dans, entre autres, notre rapport à l'écriture. Ces questions comptent absolument. Elles sont primordiales au sens strict. Elles précèdent le reste. C'est le jeu qui en résulte, qui nous conserve notre humanité, qui nous distingue du jeu lyrique, inerte, méchant. Maggie Nelson traite cette question dans Les Argonautes. Elle ne la prend pas directement, en charge, et fait parler d'autres autrices. Elle l'énonce de biais par la voix d'autres femmes, sans qu'il fasse aucun doute qu'elle en soit à égalité l'énonciatrice. Chose intéressante, ce sont toujours des femmes qui parlent de ces choses, qui les abordent en tant qu'elles sont là, des choses matériellement devant nous, ces vies en péril, et font face à leur énonciation de soi, de leurs problèmes, de leurs peurs et nos phobies. Est-ce que cet enfant me ressemblera ? Elle pose la question. Est-ce que j'ai le droit d'aimer quelqu'un du même genre ? Trump ou Biden, etc. Leur. Derrida a beau conceptualiser de façon très belle et pertinente le concept d'hospitalité, il ne peut s'empêcher d'y ajouter la majuscule qui en fait un lieu inhabitable, inhospitalier, qui perd sa réalité.
Maggie Nelson, lorsqu'elle convoque des concepts, s'appuie essentiellement sur des hommes. L'enjeu tient dans cette question, le fait de nous la poser, elle qui nous sidère, qui nous offre le doute, nous épargne la chose la plus toxique, l'évidence. Si la question sidère, l'évidence fige, rigidité des morts. On ne la dépasse pas, la question, on vit avec, comme une conscience, ni mauvaise ni bonne. C'est ce doute, je crois, qui me donne à vivre leur écriture comme vraie, qui me fait saisir l'universalité de leur position, de ce qui ne pourra jamais me concerner directement, être enceinte, être harcelée, avoir peur du viol, être libre en étant enceinte, vivre avec le paradoxe de vouloir être libre et vouloir un gosse, question omniprésente. C'est ce doute qui donne à ces écritures un jeu véritable. Jeu n'a pas la forme d'une fougère engourdie sur le divan du psychanalyste. Je pense ici à la phrase de Valérie qui cite Miyazaki dans Le vent se lève. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Je crois que ces écritures, et donc ces écrivaines, tentent de vivre. Les deux verbes comptent à égalité, tenter et vivre. Ici, je suis saisi par mon intellectualisme forcené, l'envie soudaine de produire une analyse de ce qu'un verbe, tenter, est précédé d'un auxiliaire, et l'autre, infinitif radical. Une interprétation qui ne répondrait pas aux règles strictes de la grammaire réelle, mais davantage d'une sorte de logique de psychanalyste. C'est-à-dire extorquer un sens possible et délirant d'un corps qui ne demandait pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis un homme et que je ne peux m'empêcher d'écrire, vivre. La question, le doute, ne s'expose pas explicitement à chaque page. Ce doute n'est pas le sujet de leur écriture. L'une des façons de la dépasser, qu'on observe chez Maggie Nelson et qu'on retrouve chez Foucault, qui est aussi un être de majuscules, les siennes plus pertinentes, et Foucault, de façon citée ou non, irrigue Maggie Nelson, c'est d'admettre qu'on ne fait jamais que l'expérience de sa propre subjectivité et, par là, de sa propre douleur, ce qui nous mène à la traiter avec le dernier des sérieux. La bienveillance que l'on s'impose n'est pas une discipline moins difficile qu'une hospitalité abstraite, et ce souci de soi est, je crois, la meilleure école de la bienveillance et du souci des autres. Le laboratoire en quelque sorte de notre humanité que l'on répand ensuite dans nos livres, nos paroles ou nos gestes. À la fois au guichet, devant la CAF, dans nos rêves et dans notre propre durée qui a aussi la valeur la plus absolue. S'il y a une honte, je ne démords pas au fond de ma colère anti-lyrique. Ce serait de ne pas poser la question. Ne pas la poser, c'est considérer au fond qu'il n'existe réellement que notre propre subjectivité, que notre propre expérience est la seule réelle valable. Je crois au fond que je développe une certaine jalousie pour ces écritures, pour ces finesses, pour ces majuscules abolies. Elle me renvoie à ma position qui ne peut qu'interroger abstraitement sans toucher pour de vrai et me contenter de tricher, de donner le change au fond, ne me distinguant des lyriques que par une lucidité de dernière minute. Parce qu'hélas, la conscience de ce qu'on porte de gestes ne nous empêche jamais de les commettre. Je fais l'expérience douloureuse, je crois, de ne pouvoir dire ça, ou plutôt ça.